bonsoir à tous. Donc moi c'est Camille Coco. Je me définis aujourd'hui comme CMO à temps partiel, directrice marketing à temps partiel en fait. En tant que freelance, ça fait plus de 3 ans, bientôt 4, que je suis à mon compte et j'habite à Nantes depuis un tout petit peu moins de ça. J'ai été bloquée à Cholet un petit moment. Je suis contente d'en être sortie. Et donc voilà, on va pouvoir échanger sur tout un tas de problématiques autour de comment on fait perdurer tout ça et comment on peut s'en servir pour notamment acheter un logement. Parce que moi, j'ai réussi à faire perdurer jusqu'à acheter mon logement et j'ai emménagé aujourd'hui. Voilà. Super, enchantée à ceux que je connais pas. Flavie, moi j'ai créé le podcast Le Board, un podcast pour les solopreneurs. Donc le solopreneur, c'est le freelance qui dure par excellence, parce que c'est le freelance qui va essayer de dépasser son plafond de verre de la vente du temps, tout ça, de se diversifier. Donc c'est passionnant. Moi, je fais cette expérience depuis 3 ans. J'ai commencé en side project, c'est-à-dire en parallèle de mon CDI. Et puis je suis arrivée à Nantes il y a 2 ans. Et en plus, je connaissais pas la ville, et donc le freelancing m'a permis de rencontrer plein de copains et copines sympas et de m'intégrer dans cette super ville qui est un peu la ville du freelancing quand même, que tout le monde nous jalouse parce qu'à chaque fois on fait des événements trop cool de freelance. Donc voilà. Et ça fait que 3 ans, mais j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus parce que je crois qu'en freelancing, c'est comme les chats. Une année compte pour 7 ans dans la vie de salarié. Génial. Moi, c'est Christopher Piton, donc bonjour à toutes et à tous. Je suis coach et ghostwriter LinkedIn, donc de manière beaucoup plus concrète, j'écris pour des dirigeants, donc j'écris à leur place et je fais ça depuis bientôt un petit peu plus de 4 ans. Donc voilà, dans les grandes lignes. Bon, merci à tous de vous être présentés. Vous voyez, on est 4 freelances dans la salle. Est-ce que tout le monde est freelance d'ailleurs ici? On n'a pas posé la question. Ok. Donc plutôt les non-freelance. On a quoi, à peu près 30% de l'audience qui n'est pas freelance? Non? Non-freelance? J'en vois une, j'en vois 2. Ok, vous êtes les partenaires? Ok, ça roule. Bon, écoutez, pour préparer la table ronde, je faisais des recherches et je vois qu'on est quand même plus d'1 million de freelance en France, 1 100 000 freelance en France, c'est énorme. Et on voit que cette tendance, elle a quand même été accélérée par le phénomène du Covid. Donc on voit qu'en effet... Finalement, on a une nouvelle vision des choses et une nouvelle vision du travail en ce moment. Un besoin aussi de flexibilité, de liberté. Super chouette. Et aussi, parfois, il y a un peu de fantasme autour de la posture du freelance où on se dit qu'en effet, on est libre. On est libre et on fait ce qu'on veut. Mais on sait tous en tant que freelance que le pendant de la liberté, c'est qu'il y a aussi des contraintes et parfois ce côté insécure qu'on peut avoir, beaucoup de questionnements par rapport à ça. Du coup, on a plein de questions. Comment on fait pour prospecter, pour aller chercher ses premiers clients? Ce que tu évoquais, Flavie, comment on fait pour sortir de la vente du temps pour aller vers d'autres choses? Comment on fait pour se constituer une trésorerie? Est-ce qu'on doit recruter? Est-ce qu'on doit rester des solos? Vous voyez, toutes ces questions-là, en fait, elles nous animent. Et par rapport à ça, en fait, on se rend compte que notamment la question de la concurrence, elle est hyper importante. Et en face de ça, quand on a une concurrence qui est forte, on se pose la question de comment on se différencie en fait sur le marché et comment on arrive à se définir. Question, par exemple, c'est la question qui tue, c'est définis-toi en fait en une ligne, en une phrase. Et parfois, on a du mal en effet à se définir. On est tous parfois des caméléons et on vend plusieurs prestations. Du coup, on avait envie de commencer par une première question et sur laquelle on va vous proposer de répondre. Et donc, c'est la question suivante qui va arriver. Tada. Alors oui, il faut que vous scanniez le QR code au préalable. Est-ce que c'est bon? Vous avez tous pu scanner? Ça charge. Ok.
Ok. Jamais ça bug. Alors voilà. La première question qui tue, c'est quelle stratégie utilisez-vous actuellement pour vous différencier dans votre activité ? Donc, mise en avant de compétences spécifiques, création de contenu unique, networking et collaboration stratégique, et je n'ai pas de stratégie. Que la personne se dénonce, cette petite personne-là. Ok. Top. Du coup, on a 2 gros blocs qui se distinguent ici. La mise en avant de compétences spécifiques, cette fameuse niche fertile dont tu vas nous parler, Camille, et la notion de networking et collaboration stratégique. Peut-être que toi, Flavie, ça peut t'intéresser, ce sujet. Ok. Bon. On va partir là-dessus, avec notamment la question que j'avais envie de poser à Camille, c'est comment se différencier et marquer les esprits, Camille ? C'est une large et vaste question. Comme tu l'as dit, on est plus d'1 million de freelance. Alors, ça compte aussi sûrement tous les indépendants du type VTC, etc. Donc là, si on parle de notre microcosme des indépendants plutôt dans le numérique, on reste quand même un certain nombre. Et des gens qui peuvent faire comme vous, il y en a probablement beaucoup. Ça peut faire peur. Mais je pense qu'il ne faut pas le voir comme une menace, mais plutôt le voir comme une opportunité. Et surtout, ne pas hésiter justement à être soi-même pour se différencier des autres. Là où, dans une entreprise, l'idée, c'est plutôt d'être lisse, entre guillemets, d'être corporate, de ne pas trop sortir d'un cadre, etc. C'est assez rare, les marques qui ont une personnalité un petit peu... piquante, qui sort un petit peu de l'ordinaire, etc. En tant que freelance, il y a souvent un certain enjeu à se démarquer des autres, déjà de par ses spécificités, et j'ai vu qu'il y a pas mal de monde qui utilisait en effet leurs compétences spécifiques pour se démarquer. Ça, c'est très important aussi. Si vous avez décidé, je sais pas, je vais utiliser des termes de marketing, mais ça peut s'appliquer à n'importe quel secteur, bien sûr. Si vous faites de la Google Ads, par exemple, dites-le clairement. Je fais de la Google Ads. Ça, c'est hyper précis, c'est hyper concret, c'est facile pour quelqu'un de comprendre où est-ce que vous allez pouvoir rentrer dans son schéma de pensée. Et puis ensuite, pourquoi vous choisirez-vous plutôt qu'un autre qui a dit des Google Ads, je fais Eh ben, ça va sûrement se jouer à des perceptions, à qui vous êtes en tant que personne. Est-ce que vous avez pu échanger avec cette personne en amont Est-ce que vous avez des connaissances en commun Est-ce que vous avez des bonnes références Tout un tas de critères plus ou moins subjectifs à côté, en fait, qui vont faire que vous allez pouvoir affiner votre positionnement et la perception que vont avoir les autres de vous. Je vais vous parler une petite histoire me concernant. Moi, j'ai une personnalité assez forte et dans mes relations professionnelles avec mes clients, je suis assez cash, en fait. Ça a toujours été, en fait, c'est pas un jour je me suis dit je vais être freelance et je vais être assez cash. C'est juste, je suis assez cash. Et donc, du coup, quand je me suis mis en freelance, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je fais ? Au début, j'étais un peu policée, j'étais là, je m'occupe de votre stratégie de marketing. Et finalement, un jour, j'ai un peu pété un câble et dans ma partie à propos de LinkedIn, qui est la partie qu'on croit être la moins lue, mais en fait, moi, je suis très surprise, les gens la lisent. Les gens cliquent sur voir plus et la lisent. Et la mienne est assez longue parce qu'elle détaille un petit peu le genre de choses que je fais. Et à la fin, il y a une ligne où j'ai pété un câble et j'ai mis je vous préviens, je suis pas connue pour brosser les gens dans le sens du poil. Alors si vous avez des intuitions et que vous voulez pas qu'on vous dise qu'elles sont pas bonnes, vaut mieux pas qu'on bosse ensemble. Je l'ai mise un peu en mode balèque. De toute façon, personne n'ouvre cette section. Personne va scroller la section, lire la dernière phrase, m'écrire pour me dire « Mais qu'est-ce que t'es mal poli ?» Et en fait, la moitié des gens que je signe, donc vraiment, c'est les gens que je signe, c'est les gens qui me contactent, avec qui on discute, on se met d'accord, on démarre ensemble, me disent « Non mais j'ai lu ton profil, cette phrase ». Elle m'a vendu, quoi. Genre, j'ai adoré ta phrase. Moi, j'aime trop qu'on me dise des trucs, j'aime trop qu'on soit cash. Moi, j'ai besoin de quelqu'un comme ça, là, qui me secoue. La moitié des gens me sortent cette phrase. Et je l'ai mise un peu comme ça. Et en fait, elle me distingue complètement
des autres en fait freelance qui pourraient se définir aussi comme CMO à temps partiel. Et ça, c'est un petit élément qui a été hyper sorti comme ça, mais en fait, qui tient un peu d'une petite touche de génie sur le moment, parce que ça démontre encore une fois que ça marchera jamais aussi bien que quand vous êtes vous, quoi. Vraiment, c'est un truc de ouf, quoi. Toi, t'es quelqu'un d'assez énergique dans ta vie, etc. Et c'est pareil, quand tu te présentes sur les réseaux et tout ça, ta brand, elle est hyper énergique. Et en fait, les gens comprennent et adhèrent vachement à ça. Et quand ils font appel à un freelance, il y a bien sûr une histoire de compétences. Mais il y a aussi vachement, est-ce qu'on a la sensation que d'un point de vue humain, ça va matcher, quoi. Et donc, du coup, être vrai par rapport à qui on est, à comment on va bosser, à comment on va aborder les choses, c'est hyper important. Et ne pas hésiter à être vraiment soi-même à 3000%, quoi. Tu voulais ajouter quelque chose ? Vas-y, on a le droit de s'interrompre. Mais non, mais j'ai trop envie d'être en ping-pong. Non, pas du tout. Tu as été une des premières à m'ouvrir les bras, à m'accueillir à Nantes et tout. Moi, j'ai eu beaucoup ce problème de lisse parce que j'étais salariée et je suis devenue freelance et du coup, j'étais hyper corporate, hyper bonne élève, hyper lisse. Et je voulais j'acceptais tous les clients, etc. Et en fait, c'était une très, très mauvaise idée. Et du coup, je renvoie. Alors que pourtant, moi, je suis quelqu'un de plutôt consensuel dans mon caractère. Je ne suis pas quelqu'un de trop cash ni rien. Mais quand même. Et je trouve que ça m'a aidé d'assumer plus ma personnalité. Et donc, en fait, moi, j'ai vu les clients avec qui j'aimais bien travailler. Et ça m'a décoincée. Je me suis dit, c'est des clients avec qui on s'envoie des WhatsApp. C'est des clients hyper sympas, hyper supportifs et tout. Et donc, je me suis rendu compte que si je voulais ces clients-là, il fallait que j'assume plus aussi mon mode de fonctionnement et mes fameuses soft skills, qui sont en fait très importantes, je pense, dans le freelancing, peut-être beaucoup plus que les hard skills qui s'apprennent vite. Et du coup, voilà, la créativité, l'adaptabilité, tout ça. Donc moi, je suis très claire maintenant sur mon mode de fonctionnement. Je dis par exemple, je réponds pas au téléphone, on va se faire un WhatsApp privé, je vais te répondre dans les 24 heures, mais en asynchrone. Enfin, j'ai vraiment hyper précisé. Au début, je me suis dit, oh là là, personne ne va vouloir travailler avec moi. Et en fait, si, il y a des gens qui adorent ça, parce qu'ils ont exactement le même mode de fonctionnement. Et du coup, c'est vraiment un match entre un décisionnaire client avec qui vous bossez en proximité et vous en tant que freelance. Donc, moi, ça m'a énormément aidé. Et après, deuxième truc, j'ai voulu me fondre dans la masse des freelances et d'être un freelance cool, jeune, dans le digital, à casquette, moi aussi. Sauf que moi, je m'étais lancée à 38 ans, je suis une ex-dirigeante et tout ça. Donc, je ne pouvais pas reprendre ces codes du freelance growth de 24 ans. Et du coup, quand j'ai compris ça, je m'en suis détachée et ça s'est beaucoup mieux passé pour moi parce que finalement, aujourd'hui, il y a des clients qui apprécient ma hauteur de vue, le fait que j'ai été moi-même manager, etc. Et donc, en fait, c'était complètement idiot de se mettre dans la même masse que des gens dont je voulais imiter le style, qui en plus avaient un TJM bien plus bas que le mien. Bref, d'être en compétition dans un espèce de bassin qui n'était pas mon bassin de compétition de destination. Donc voilà, quoi, venez comme vous êtes en mode McDo, mais c'est vrai que ça marche. Et ça marche pour tous les styles. Et je pense qu'il y a plein de micro-niches comme ça à prendre, quel que soit votre âge, vos orientations, vos valeurs aussi, parce qu'on voit beaucoup ça, les affirmations, les écolos, les non-écolos, les capitalistes, les machins. Enfin, vraiment, c'est incroyable la fragmentation de ce monde de freelance et à quel point je pense que tout le monde peut se faire une place en assumant ça. Les féministes aussi. Ouais. Christopher, du coup, toi, t'es le les seul homme. Oui, tout à fait. Et comment tu te différencies ? Moi, en fait, ça va vraiment se différencier aussi, comme elles l'ont dit, sur les valeurs, sur sa personnalité, et également sur le fait de ne pas se comparer en permanence en fait, avec les autres, parce qu'on a tendance, en fait, quand on voit sur les réseaux, à se dire « Ah, celui-ci, il fait beaucoup de vues, celui-ci, il a beaucoup de visibilité, ah, celui-ci, il est clivant ». Alors du coup, on se dit « Si ça marche », je vais aussi être clivant, je vais aussi montrer une personnalité qui va être peut-être beaucoup plus forte, alors que c'est pas dit que ça nous ressemble du tout. Moi, typiquement, je suis pas quelqu'un qui va impérativement tomber dans les sujets clivants ou avoir une personnalité qui va être très clivante. Moi, je vais plutôt avoir une personnalité qui va être beaucoup plus nuancée, beaucoup plus posée, et c'est ok à partir du moment où j'ai compris moi aussi qu'il fallait pas que ma personnalité colle avec celle des autres. C'est là où j'ai finalement, je me suis accepté, et j'ai aussi attiré des clients qui partageaient en fait le même système de valeurs, qui partageaient la même vision, qui partageaient globalement qui étaient en fit avec ma personnalité. Et c'est super important aussi quand on bosse dans le ghostwriting, par exemple, le fait d'écrire avec des dirigeants. Si on attire des dirigeants qui, par exemple, vont pas du tout matcher avec notre tempérament, avec notre caractère, au bout d'un moment, ça va coincer. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir du mal à se mettre à la place
2 pour écrire, on va avoir du mal à utiliser leur verbatim, on va avoir du mal à utiliser leurs expressions et on va surtout pas prendre plaisir. Donc l'objectif, c'est d'être soi-même et globalement d'être le plus authentique possible, même si on ne peut pas être 100% authentique, c'est impossible. Mais en tout cas, s'en rapprocher le plus en exprimant ses opinions, en exprimant son système de valeurs et surtout en n'essayant pas de plaire à tout le monde. Mais parce que sinon, on plaît à personne, c'est ça ? Oui, du moins à moins de monde. Je me permets juste de rebondir, mais c'est vrai que sur LinkedIn, en fait, il y a beaucoup de coachs en fait, qui vont nous vendre des templates de posts, etc. Et finalement, il y a une forme d'uniformisation en fait, de la prise de parole. Et puis, les gens tentent de se faire identifier avec des formules de plus en plus clivantes, etc. Et tu vois bien en fait, que ça vient de certains comptes. Et une espèce de tendance qui, finalement, est assez peu porteuse de ce que j'observe. Ouais, c'est clairement ça. Puis après, on en revient, peut-être on pourra en rediscuter un petit peu après, mais à cette histoire de monopole personnel. C'est-à-dire finalement, qu'est-ce que les gens vont dire de moi quand je ne suis pas dans la pièce ? Si par exemple, je pense à Flavie, si on dit d'elle qu'elle vend des chaussettes, c'est qu'elle a loupé sa communication, son positionnement. Si on dit, c'est une personne qu'on va aller voir parce qu'on a envie de scaler, on a envie d'avoir une posture de freelance avancée, c'est que finalement, elle a bien réussi sa communication. Donc il y a aussi tous ces aspects-là, mais on pourra rentrer dans les détails si besoin. Du coup, ça m'amène quand même à une deuxième question, la question du monopole personnel. Est-ce que ça veut dire qu'il faut vendre qu'une seule offre et d'avoir finalement qu'une seule offre qui réponde à une niche de marché, ou est-ce qu'on a le droit de se diversifier en tant que freelance ? J'y vais. Allez, vas-y. Non, mais moi, je vais raconter mes débuts quand même qui étaient assez piteux en freelance parce que, on est là pour aussi lever des lièvres. Moi, je me sens encore tout baby freelance, même si j'avais une bonne expérience professionnelle. Et j'étais pas du tout prête à me vendre moi, mon temps, mes compétences. Déjà parce que j'étais manager. Et du coup, je n'avais pas de compétences freelançables parce que je manageais 600 personnes, mais ça intéresse qui ça en freelance ? Personne. Personne ne va prendre un freelance pour manager 600 personnes. De toute façon, les clients qui font appel à des freelances, ils n'ont pas encore 600 employés généralement. C'est sur Malte, c'est plutôt des débuts. Ou alors après, c'est des scale-up. Voilà. Et donc, je me suis retrouvée dans l'impasse je ne savais même pas quoi vendre en vendant mon temps. Donc, j'ai fait la classique. J'ai vendu mon métier d'avant, donc directrice commerciale, à temps partagé. Là, je me suis rendu compte que ça allait pas du tout parce que j'étais salariée déguisée. Vraiment, j'avais des conditions plus dures et plus précaires qu'avant. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait, en tant que freelance, on peut vendre autre chose que ce qu'on faisait avant. Et on a le droit de changer de compétences et on a le droit de pivoter, ce fameux mot qui vient de la start-up et qui s'applique très très bien, je trouve, pour les freelances parce qu'en plus, nous, on peut pivoter quand on veut parce qu'on n'a pas recruter une équipe de 50 personnes, construire un site internet qui coûtait des centaines de milliers d'euros pour présenter notre start-up. Donc moi, j'ai fait ce premier pivot où je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire comme compétence freelançable à part mon métier d'avant ? Et je me suis dit, comme j'étais dirigeante, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans ? J'ai fait la liste en gros de toutes mes compétences et de ce que j'étais avant. Et j'ai essayé de voir ce qui pouvait se monétiser, se vendre. Et en tant que dirigeante, à part manager, j'avais ce côté statut qui était intéressant et ça m'a donné une idée. Je me suis dit, moi, je sais comment aborder les autres dirigeants. Donc, je pourrais vendre de la prestation de prospection externalisée à destination de ce public très, très difficile à capter. Et du coup, j'ai trouvé un truc à vendre. Donc maintenant, je vends ça aux entreprises. Et à partir du moment où j'ai changé, j'ai beaucoup plus vendu. Parce que c'est un besoin que beaucoup d'entreprises ont, notamment des startups dont les commerciaux ont 24 ans d'âge moyen et ne savent pas adresser les dirigeants. Moi, je m'en suis tout de suite mieux sortie, etc. Donc j'ai trouvé un truc à vendre. Et après, moi j'ai envie de dire, c'est pas parce que... donc ne soyez pas enfermés dans votre métier d'avant. Regardez aussi les secteurs d'activité qui sont intéressants, parce que j'ai eu plusieurs secteurs. Et j'ai eu, par exemple, des bonnes expériences dans les médias, mais finalement, je trouve que c'était pas un secteur trop porteur, parce que malgré une bonne expérience, les autres étaient moins bonnes, les prix étaient tirés vers le bas, etc. Parce que les médias, c'est pas un secteur qui paye très bien, contrairement à d'autres trucs dans la tech. Après, je me suis intéressée au Web3, et là, j'ai eu un bon signal de marché. Il y avait plein d'investissement dans ce domaine et tout. Donc, j'y suis allée à fond. J'ai pivoté de secteur. Donc, je suis devenue sales, mais dans cet univers. Sauf que j'ai misé sur le mauvais cheval. Ça arrive quand on fait du pivot. C'est que juste après, il y a eu l'intelligence artificielle et tous les fonds sont partis vers l'intelligence artificielle. Tous les projets Web3 étaient là. Bon, pas tous, mais ils n'avaient plus de thunes pour recruter des freelances. Donc, moi, je me suis dit, je ne vais pas rester dans un secteur où ça manque d'argent.
Donc, il y a aussi ce côté repérer les segments de marché hyper porteurs. Je sais pas moi, l'impact, l'énergie, la tech, toujours et éternellement. Et aussi les poches de marché qui vont vraiment progresser. Et enfin, dernière idée de pivot, je me suis dit, bon, le board, ça marche bien et tout, je pourrais trouver une activité B2B pour du coup avoir une seule activité. Et je me suis dit, tiens, j'ai une bonne idée, je vais aller évangéliser les entreprises pour mieux travailler avec des freelances, parce que moi, je vois dans ma boule de cristal que ça va être super important dans 10 ans. Je me suis mise sur Malte, je change tout mon profil et tout, vous pouvez aller voir, il existe encore. Et là, je me rends compte que je suis toute seule. Et là, je me dis, c'est pas bon signe, ça. Parce que c'est comme les startups, si vous êtes tout seul sur un marché, c'est pas du tout bon signe. Il vaut mieux être 3000 CMO à la demande, parce que ça veut dire qu'il y a de la demande. Et là, j'ai compris un troisième truc important que je voulais vous dire sur la notion de pivot, c'est qu'il faut quand même garder un problème must-have hyper urgent et douloureux pour vos clients, sinon ça sera dur de vendre. Et je pense que le sujet des freelances, c'est une bonne idée, mais pour peut-être dans 10 ans, dans 15 ans. Là, le pire, c'est même pas qu'ils en ont pas besoin et que c'est un nice-to-have, c'est qu'ils savent même pas qu'ils ont ce problème, les entreprises. Alors bon courage pour faire ça. Donc, j'ai changé d'angle d'attaque. Je vais écrire un livre sur ce sujet avec Marie, avec qui on a un collectif de freelance dans la tech, pour évangéliser le marché. Donc, je vais commencer par la phase conférence. Et je pense qu'à terme, ça me fera des opportunités de consulting, mais dans longtemps. Donc, j'ai gardé mon truc aussi de vente à côté, parce que la vente, c'est l'inconditionnel du vestiaire, l'intemporel. Toujours besoin de clients. Même s'il y a des crises économiques, on me payera toujours pour ça. Voilà, donc pivotez à fond. Choisissez un bon secteur, un bon problème et un persona aussi que vous aimez, et surtout donnez-vous l'autorisation de pivoter. Moi, je pivote souvent, tous les trimestres à peu près. Après, je change pas tout. Je me dis, je suis comme un peu un restaurant qui teste une carte un peu différente, tu vois. Mais je garde quand même des fondamentaux, le freelancing, les dirigeants, un certain niveau de responsabilité. Et par contre, je fais des offres différentes, et avec ça je teste le marché, et puis de temps en temps ça marche, 90% du temps ça marche pas comme je vous l'ai raconté, mais par contre les fois où ça a marché, ça m'a bien aidé à augmenter mon TJM, je prospecte plus et je trouve mes clients comme ça, et surtout ils négocient pas parce que c'est un truc hyper précis. Voilà, donc tous les pivots que vous ferez ils sont peut-être ratés comme moi, mais ils vous apprendront des choses intéressantes, et puis c'est amusant, et puis voilà. Ouais, c'est cool. Il y a cette notion de risque quand même qui apparaît ici, se dire que à la fois il faut être réactif aux signaux forts et faibles du marché, et également se dire que on teste et puis on voit si on se plante. Voilà. Après, ça dépend aussi de la culture que chacun peut avoir au niveau, la prise de risque en fait. C'est pas non plus quelque chose qui est ancré, je pense, en chacun de nous. Donc, je rebondis juste parce que mes deux parents étaient fonctionnaires, donc j'ai zéro culture du risque. J'ai commencé ma carrière dans le service public et du coup j'ai travaillé là-dessus, mais j'ai profité d'un été un peu creux avec des downs de mission, la classique, la première année en freelance où t'es là, t'es bien et tout, et là il y a le mois de juillet quoi, et tout le monde te dit rendez-vous en septembre quoi, et toi t'es là mais merde, mais comment je vais faire pour survivre cet été? Et là, je me suis dit, vas-y, profites-en. Et c'est pendant ces 2 mois que j'ai processé, j'ai changé, j'ai réfléchi aussi. Le fait d'arrêter des missions freelance, ça fait peur, mais ça te permet d'avoir un peu de cerveau disponible. Et voilà. Donc, c'est un risque mesuré. J'ai profité d'un down pour y aller. Ouais. C'est finalement tout le risque. Quand on est en flux tendu tout le temps, finalement, on n'a pas en fait cette prise de recul qui peut être nécessaire pour penser demain. Donc, du coup, alors, on avait quand même une question à vous poser par rapport à tout ça, parce qu'en effet on a parlé des soft skills et des hard skills, mais la question c'est notamment on parle beaucoup des compétences techniques, est-ce que dans 10 ans on sera encore vivant à l'ère de ChatGPT et de Midjourney, et du coup ça pose la question de nos compétences techniques. Est-ce que pour vous, quelle est la durée de vie pour vous d'une compétence technique? Ok, bon, on a clairement une tendance qui se dessine. Donc, 18 personnes, globalement, ça doit faire plus de 80% en fait de l'audience, nous dit que c'est 18 mois. Donc, en effet, est-ce qu'il faut faire un all-in sur les compétences techniques? C'est la question. Il y a peut-être aussi la question du savoir-être et des soft skills qui est importante là-dessus. Et du coup, cette question d'opportunisme, positif, et de réactivité qui est essentielle. Toi, du coup, Flavie, c'est intéressant parce que tu as un business model qui est mix. En fait, ce que tu expliques, c'est que tu continues à faire de la presta,
Mais à côté de ça, tu as différents types de revenus. Et c'est hyper intéressant parce qu'en effet, quand on sort du salariat, on va se mettre sur le TJM. Mais en fait, il y a d'autres choses qui existent a priori, c'est ça ? Ouais, bah moi, pareil, quand je suis partie en freelance, j'ai fait partie des rares personnes qui s'appauvrissent en freelance. Le bon choix, la meuf qui fait les bons choix, quoi. Oui, parce que quand on commence en début de carrière, qu'on devient freelance, on gagne plus que quand on est salarié. Mais quand on est manager d'équipe, dirigeant et tout, on gagne bien sa vie. Donc moi, je fais mes calculs. Je me suis dit, bah, si je veux gagner la même vie qu'avant, il faudrait un chiffre d'affaires de 300 000 €, un truc comme ça. Je me suis dit, ah putain, mais je vais jamais y arriver en vendant des journées. Et donc, c'est là que j'ai abordé le truc en activité diversifiée. C'est assez simple en fait. La vente du temps, c'est bien parce qu'on peut vendre rapidement son temps sans mise de départ, sans faire de site internet, rien. Donc je garde cette activité de consulting. Ensuite, j'ai un média. Ça, tout le monde en peut en avoir un. C'est un compte LinkedIn, c'est une newsletter. Moi, c'est un podcast. Ça me permet d'apprendre, mais aussi de gagner en visibilité et surtout de faire monter aussi ma valeur, parce que par rapport au point 1, j'ai parfois des clients qui m'ont dit je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de travailler avec toi parce que j'écoute ton podcast, je sais pas ce qu'on fera ensemble, mais on travaille ensemble. Ça veut bien dire que le média a un intérêt. Troisième chose, c'est un produit. Donc, essayer de transformer son jus de cerveau en produit plus facile à livrer. Donc, soit vous transformez votre TJM en livrable, soit vous pouvez créer un produit, une formation, une conférence, ou alors un produit en ligne, un produit digital, hein, si on va jusque-là. Et enfin, quatrième point, la communauté. C'est que moi, je pense que pour scaler, pour grandir, pour s'entourer, il faut vraiment être bien entouré en tant que freelance. Donc, avoir des pairs qui te donnent des conseils, avoir des apporteurs d'affaires potentiellement. Les plateformes peuvent faire aussi ce rôle-là. Et donc, voilà. Donc, moi, c'est constitutif de mon modèle. Et l'année dernière, je faisais 80% de mon chiffre d'affaires en vente de temps. Et cette année, alors je m'y suis mis vraiment énergiquement, je suis presque à 70% d'activités asynchrones, c'est-à-dire vraiment qui viennent du sponsoring de mon média, de vente d'autres produits, de mon collectif que j'ai créé. Enfin, vous voyez, plein de sources de revenus. Alors là, je pense que je suis encore un peu dans le truc bordélique où ça me demande encore beaucoup de temps et d'énergie, mais j'ai bon espoir que l'année prochaine, ça me permette vraiment de dépasser ces revenus de la vente du temps. Et pour moi, c'est un peu moins stressant. Au-delà du côté rassurant, c'est assez fun aussi. Voilà. Donc, c'est ça que j'appelle diversifier comme modèle. Oui, c'est hyper intéressant. Toi, Camille, comment t'es au niveau ? Tu vends plutôt des offres plutôt que des jours ? Ouais, donc moi, je vends exclusivement des jours. Je vends même des quarts-temps, mi-temps, 3 quarts de temps. 3 tiers de temps. Puisque du coup, aujourd'hui, je me considère... je me vends comme CMO à temps partiel. Pourquoi ce choix ? Moi, j'ai commencé... Alors, au tout début, j'ai fait des petits pivots aussi, pas tant sur le fond que sur la forme, en fait, mais parce que j'ai senti le vent tourner. Moi, je me suis lancée en indé en 2019. Et en 2019, la problématique... Le terme growth marketing, le marketing de la croissance, arrivait en France. Ça a fait un gros buzz. LinkedIn commençait à vraiment démarrer en France. J'y étais depuis quelques années quand même, mais c'était un peu mort. C'était carrément mort même. Et pouf, moi, j'ai perdu ma boîte en 2018. J'ai subi un harcèlement moral en 2019. Je suis au bout de ma vie personnelle. Et je me dis, en fait, je vais être seule, ça va être bien. En fait, pas de salarié, pas de boss, ça va être cool. Et je me dis, bon, et ben pareil, j'ai été dirigeante, du coup, qu'est-ce que je peux vendre ? Et je suis revenue à mes amours, en fait, qui étaient la communication, le marketing. Et là, je regarde un peu, qu'est-ce qui se passe, Et là, le gros marketing, tiens, c'est quoi le gros marketing ? Et je découvre que ça commence vraiment à prendre cette affaire-là. Ça arrive des États-Unis, grosse tendance. Je m'y mets à fond, ça m'intéresse. Je fouille le truc et je me dis, je vais me lancer sur ce terme-là. Donc, je me lance en growth hackeuse. Donc, l'idée, c'était de trouver des moyens de grossir rapidement pour des startups, mais plutôt en mode très commando, quoi. Donc là, je vendais plutôt des missions assez courtes. Et puis, boum, Covid, tout ça, machin. 12-18 mois passent
Et justement, le growth en France évolue un petit peu. On décrit pas mal la posture du growth hacker. On parle plutôt de growth marketing. Je me redéfinis en growth marketeuse et je rajoute la particule B2B parce qu'en fait, la pratique des marketeurs de croissance en B2B et en B2C se définissent aussi assez différemment. Donc, comme ça me permet de vraiment parler aux gens à qui je veux parler. Donc là, je change le mot, mais en fait, je ne change pas forcément la façon de faire. C'est juste que j'explique plus clairement aux gens à quoi ils vont avoir affaire. Et puis, moi, début 2023, fin 2022, début 2023, là, il y a un an, je me dis, OK, moi, en fait, maintenant, dans ma vie, je veux acheter mon nid. J'ai envie de construire pour moi. J'ai 35 ans, y a les ovaires qui chatouillent. C'est parti, on fait un nid. On y va, on ramasse des petits bouts de bois. Et donc, du coup, je me dis, c'est cool parce qu'en plus, j'arrive aux 3 ans, aux fameux 3 ans d'activité. Je vais pouvoir, du coup, aller te toper à des banques et tout. Et assez rapidement, on me dit... compliqué parce que meuf, tu vends des jours par-ci, des jours par-là. Ça se passait toujours très bien, hein. J'avais un très bon chiffre d'affaires et tout, mais moi j'ai une résistance au risque qui est très élevée, et en fait faire ça comme ça m'allait très bien, mais la banque pas. Et donc du coup j'ai légèrement pivoté. Il se trouve que aussi depuis la fin Covid, là, depuis 2021-2022, la question des C+, à temps partiel, c'est-à-dire tous les CMO, CTO, tous les directeurs sales, etc., à temps partiel, ça commence à être une tendance aussi importée des États-Unis. Hein, par ailleurs, on n'est pas du tout originaux là-dessus. Ça commence à être quelque chose qui est de plus en plus compris et cherché en fait par les startups. Et donc du coup, je me dis OK, allez, c'est parti. On réécrit la définition LinkedIn. Cette fois-ci, je suis CMO à temps partiel. Le format change un petit peu, c'est-à-dire que là maintenant, je vends des quart-temps, mi-temps, 3/4 de temps sur 1, 3 ou 6 mois. Donc c'est vraiment assez sacisé, hein, c'est assez productivisé. Comme offre, mais donc du coup c'est très lisible et en fait les startups maintenant commencent à avoir le réflexe, parce que ça devient une tendance, de se dire et si on se prenait un CMO à temps partiel. Donc ils vont aller taper dans LinkedIn CMO à temps partiel, et là ils peuvent tomber sur moi. Et donc du coup au final j'ai fait des petits pivots, mais pas vraiment sur le fond, surtout sur la façon dont je bosse. Et je décide, moi, de faire que de la vente de temps, pour reboucler avec ta question. Non pas que ça ne me donne pas envie de faire du produit. Personnellement, ça m'intéresserait. C'est juste que dans mon fonctionnement personnel, je sais que ça serait une catastrophe. Non, mais en fait, il faut être aussi hyper honnête avec soi-même. Moi, je suis hyper désorganisée, et je pense que en fait, travailler longtemps sur un produit pour le sortir au bout de 6 mois, ça va me pourrir la vie. Et en fait, personnellement, ça me rend plus heureuse de vendre mon temps. Donc en fait, il n'y a pas non plus, vous voyez, de vérité vraie. Moi, ça me va très bien. Je sais que du coup, il y a un certain cap que je ne vais pas pouvoir passer en termes de CA. Mais en fait, j'ai augmenté mon TJM jusqu'à là où je pense que c'est bien et que ça reflète bien mon expérience, etc. Et ça me convient. Donc en fait, si vous préférez vendre votre temps aussi, c'est pas grave en fait. Les deux sont bien, c'est juste que c'est deux approches différentes en fait. Il n'y a pas de vérité vraie. Ça veut aussi dire qu'en tant que freelance, il faut aussi bien se connaître. Ouais. Voilà. Connaître nos points forts et nos points faibles, voilà, et puis l'accepter aussi. Et c'est vrai qu'il y a le mythe du revenu passif, hein, voilà, c'est vrai que je ne sais pas si vous tous dans l'assemblée, on vous passe de revenu passif, allez, libérons-nous de la vente de temps, etc., vendons des guides, vendons des formations en ligne, etc., et puis l'avenir sera plus vert. C'est possible ça ou pas selon vous ? Moi, je ne veux pas dégoûter les gens, mais j'ai quand même bossé 2 ans pour rien, gratos sur le board, quasiment tous les jours, avant qu'il y ait une traction, avant qu'il soit écouté. Le podcast, c'est super ingrat en plus, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Personne te découvre, tu
tu vas passer ta vie à en parler, mais dire mais si, mais c'est bien et tout. Les mecs, ils prennent même pas 5 minutes pour écouter ton putain d'épisode que tu as mis un jour à créer. C'est un truc de fou, c'est pas du tout comme TikTok ou quoi. Donc, c'est très très longue traîne. Néanmoins, si ça vous plaît, moi je l'ai fait par plaisir, je l'ai pas fait, j'avais pas de produit. Moi je l'ai fait pour apprendre à être freelance, parce que j'étais nulle en freelance, en gros je savais pas faire. Et c'est que 2 ans et demi plus tard, quand il y a eu de l'attraction, que quelqu'un m'a dit, toc toc, au fait, est-ce que tu peux me coacher, me former, je sais pas quoi. J'ai dit, je sais pas, non, j'ai rien. Et puis du coup ça m'a donné l'idée, et c'est alors que j'ai fait l'inverse. J'ai pris mon média et je l'ai productivisé, enfin je l'ai transformé, ça m'a donné l'idée de créer l'incubateur solopreneur, mais longtemps après. Et du coup, ça va être mon activité principale maintenant, mais c'était pas du tout le cas au début. Voilà. Christopher, ouais, tu veux... Ouais, pour rebondir sur les revenus passifs, en fait, on a tous cette idée on va prendre le raccourci, créer des formations en ligne, et puis le cash va tomber pendant qu'on dort. Et puis, voilà, on s'attend à ce vrai mythe. Moi, typiquement, aujourd'hui... je bosse sur un produit en ligne, mais au bout de 4 ans. Mais aujourd'hui, je vends 95% de mon temps. La seule chose, c'est que je n'ai pas vraiment fait de gros pivots. C'est juste que j'ai diversifié mes offres et surtout sur des cibles différentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un livre qui, lui, s'adresse au grand public sur un petit produit. J'ai une offre de coaching qui est surtout là beaucoup plus premium. Qui ne va pas s'adresser à tout le monde. Donc, il y a cette idée-là. Également, des prestations de ghostwriting. Donc, j'écris pour des dirigeants ou pour des PDG de start-up. Donc, encore une fois, on n'est pas sur les mêmes niveaux de revenus. Ce qui fait que, au lieu d'avoir différents produits sur différents supports, du coup, ça me permet juste de diversifier mes sources de revenus en fonction des différentes cibles. Et ça se passe très, très bien. Cool. On va passer à la 3e partie. On va parler d'un réseau que tu détestes, je crois, Christopher. C'est LinkedIn. On est tous un peu... c'est parfois l'amour et la haine avec ce réseau-là. Mais il nous rapporte quand même beaucoup de leads. On en est très heureux. Alors, on va vous poser la question suivante. Comment utilisez-vous actuellement votre profil LinkedIn ? Oui, il n'a pas beaucoup de succès, celui-là. Ah. Ok, alors. Donc le premier, le premier, optimisation de mon profil. Donc c'est déjà la base, c'est chouette. Ensuite, suivre les tendances et les bonnes pratiques, donc plutôt en mode veille. Ensuite, publication régulière de contenu, c'est bien, il ne faut pas lâcher. Et engagement dans des groupes et des discussions. Top. Bon, et du coup, on va commencer par toi, Christopher. C'est quoi les conseils que tu donnerais à un freelance qui commence, qui débarque sur la plateforme ? Ouais, alors ça dépend après si on pense freelance qui vient de lancer son activité ou freelance qui est déjà établi et qui se lance sur LinkedIn. Si on part de la première option, donc un freelance qui se lance dans une nouvelle activité, qui lance sa première activité et qui se dit chouette, il y a un nouvel Eldorado, c'est LinkedIn. On m'a dit qu'il fallait créer du contenu, qu'on pouvait faire le buzz et que ça allait générer un max de leads et un max de cash. Tentez, vous allez voir au bout de 3 mois que ça va pas vraiment marcher. L'objectif, c'est se dire là, c'est quoi ma priorité business. Je pense que il faut voir la stratégie de contenu non pas comme un raccourci ou comme la solution miracle, mais plutôt comme une construction en fait de sa notoriété sur le long terme. C'est-à-dire mieux vaut, à mon sens, plutôt miser sur d'autres supports comme la prospection, que ce soit la prospection téléphonique, soit la prospection par email, soit la prospection via LinkedIn, pour déjà commencer à stabiliser son activité, à trouver ses premiers clients, avant de se dire, la création de contenu, ça va me permettre de plus faire l'effort de prospecter, sauf que dans la vraie vie, ça ne marche pas tout le temps comme ça. Moi, typiquement, j'ai jamais prospecté, mais parce que j'ai créé du contenu en parallèle de mon activité de salarié. Donc, j'avais pas cette pression financière de me dire, à la fin du mois, si je fais pas de cash, du coup, je vais pas pouvoir payer mes factures. Donc, en gros, c'est plutôt de réfléchir à quelle est
du coup mon besoin du moment par rapport à mon activité actuelle et mes priorités business, et se dire voilà, est-ce que LinkedIn est un outil qui va du coup m'aider à atteindre ces objectifs-là. Donc pour moi, voilà, ce qui est plus important, c'est quand on démarre dans une activité de freelance, se lancer davantage dans la prospection et pourquoi pas mettre en place une stratégie de contenu, mais modérée, c'est-à-dire au moins avoir un contenu par semaine, 2 contenus par semaine, pour commencer à poser les premières briques de sa visibilité, jusqu'à après, une fois que l'activité est stabilisée, inverser la vapeur et mettre beaucoup plus d'intensité dans la création de contenu. Ouais, donc le mythe de la stratégie de contenu, 5 fois par semaine et boum, on a des leads qui arrivent, ça existe en effet. Ouais. Certains en sont l'exemple, mais c'est pas forcément le reflet de la réalité. Et du coup, il y a une question quand même qui est importante, c'est comment on tient sur cette plateforme LinkedIn qui est extrêmement chronophage. Et puis on a une excuse en plus parce que c'est pour le boulot, donc on peut y aller. Ah ouais. Pour tenir sur la durée, c'est d'itérer. Typiquement, moi, j'ai commencé à créer du contenu sur LinkedIn en 2018. Et pour la plupart, je fais un petit peu partie des dinosaures de la plateforme. Parce qu'on voit pas mal de personnes vraiment exploser sur la plateforme. Et au bout de 2 ans, on ne les voit plus. Pour X ou Y raison. Mais l'objectif, c'est toujours de ne pas dormir sur ses acquis. D'itérer, par exemple, dans les formats. D'itérer sur ces sujets, varier les angles d'écriture pour pas que finalement avoir cette sensation de tourner en rond. Et dans une vie de freelance, en fait, en fonction de nos différents cibles, en fonction de l'évolution de nos offres, et notre communication elle-même va automatiquement et naturellement aussi changer, s'améliorer, se diversifier. Moi, au tout début, je m'adressais à des freelances débutants. Aujourd'hui, je m'adresse surtout à des dirigeants. Donc du coup, mes prises de parole sont plus les mêmes, les enjeux sont plus les mêmes. Donc du coup, je m'adresse plus de la même manière à des dirigeants que quand je m'adressais davantage à des freelances. Donc il y a aussi cette notion d'évolution de la communication selon notre personnalité, mais aussi selon la cible à qui on s'adresse. Oui, c'est vrai que c'est hyper important. Enfin, l'ajustement avec ta cible sans toi je dirais te travestir, mais c'est aussi l'enjeu, de créer un espace commun, qui va permettre à la personne de s'identifier à toi aussi. C'est ça, c'est-à-dire que demain, je ne vais pas partager 3 évidences. Conseil numéro 1, optimisez votre profil. Conseil numéro 2, faites grossir votre réseau. Conseil numéro 3, mettez en place une stratégie éditoriale. Ça, aujourd'hui, c'est plutôt des contenus qui s'adresseraient à des freelances débutants. Moi, ce que vont rechercher, surtout ma cible, ce sont des contenus beaucoup plus experts, des contenus qui vont apporter davantage d'astuces concrètes applicables par rapport à une position de dirigeant ou de solopreneur vraiment avancé. Donc c'est pareil, la communication elle évolue et les conseils donnés évoluent également en fonction à qui on s'adresse. Alors c'est vrai qu'il y a la création de contenu sur LinkedIn qui est un point clé, mais il y a aussi tout ce que peut nous permettre LinkedIn au travers de Sales Navigator qu'on n'a pas forcément abordé et qui permet par contre de répondre à l'enjeu de prospection pour aller chercher en fait tes cibles. Est-ce que vous, les filles, je pense que vous bossez avec Sales Navigator? Moi aussi, je bosse avec. Je trouve que c'est quand même extraordinaire cet outil. Donc il y a aussi des opportunités de ce côté-là. Ouais, j'allais dire, il y a un truc sous-côté qu'on fait pas, c'est commencer à étoffer votre réseau avec vos clients cibles. Parce qu'admettons, avant, vous étiez, je sais pas moi j'avais plein de directeurs commerciaux avant. Et maintenant, dans mon réseau, j'ai plein de freelances parce que forcément, c'est eux qui écoutent le board. Donc, si demain vous êtes CTO et vous vendez un truc pour des CTO, rajoutez des CTO en fait toutes les semaines. Vous pouvez chercher CTO, même sans Sales Navigator. Tu fais se connecter, t'étoffes ton réseau. Comme ça, si un jour tu as besoin de les prospecter et de les contacter, ça sera plus naturel et puis tu pourras leur écrire en message privé. Donc ça, c'est un bon petit conseil sous-côté qui marche super bien. Sales Navigator. Alors, Wallaxy, c'est un autre truc gratuit qui peut te permettre d'envoyer des invitations comme ça sur une cible de clients de façon automatique et régulière. Donc ça peut être pas mal. Et moi, j'utilise beaucoup la messagerie privée, quoi. C'est vraiment, comme on dit, c'est la contre-soirée, quoi. C'est la soirée dans la cuisine. C'est exactement ça. C'est, en fait, on publie pour rester top of mind. Les gens pensent à nous. Ils voient passer un fil dans le fil et ils disent « Ah, Flavie, au fait, oui, machin ». Et hop, on discute en privé. Et pour mes clients, quand je fais de la prospection de high level, LinkedIn, c'est mon terrain de jeu. J'écris aux gens en privé et je leur envoie pas des trucs automatisés horribles qui font 12 paragraphes. Non, pas du tout.
je leur pose des questions, je vais leur envoyer un article, je vais vraiment discuter comme je discuterais en privé à un truc de cocktail. À un cocktail, vous croisez quelqu'un, vous commencez pas à partir en monologue pendant 17 minutes à côté du petit four. Vous lui dites « Ah, raconte-moi, tu fais quoi dans la vie? C'est quoi tes challenges cette année? Ah, le secteur de je sais pas quoi, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment ?» Vous le faites parler, quoi. LinkedIn, c'est pareil en message privé. Et deuxième truc, je trouve complètement sous-coté, que moi je recommande souvent aux freelances, c'est juste raconter ce que vous faites, quoi. Faites juste des business cases pour dire voilà, le client avait tel problème, voilà comment je l'ai réglé, et il s'est passé ça. Les trucs cool, hein, évidemment, les points positifs. Voilà. Et quand on fait ça, en fait, on attire juste des gens qui ont le même problème et la même envie de les régler, et surtout, vous montrez en transparence votre méthodologie. Parce que vous savez comment vous travaillez, mais il n'y a rien de plus flippant pour un dirigeant de travailler avec un freelance, parce qu'il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de site internet, on ne sait même pas comment vous allez travailler ou ce que vous allez faire. Donc le bon petit business case PDF, là, carousel, toutes les semaines. Et en plus, comme ça, vous faites un peu votre journal de bord, et puis vous sortez la tête du guidon, et puis voilà. D'ailleurs, il faut que j'en fasse un, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas raconté ce que j'ai fait dans mes dernières missions en freelance. Amen. Amen à tout ça. Sales Navigator, moi je m'en sers mais pour mes clients, jamais pour moi. J'ai né en 3 ans et demi, 4 ans, jamais prospecté pour mon activité. En tout cas, pas en prospection froide, en fait. J'ai prospecté en faisant de l'inbound, c'est-à-dire en créant du contenu. Pendant le Covid notamment, moi ça faisait quelques mois que je m'étais lancée. Tout ce que j'avais est parti en cacahuète. Et donc du coup j'ai eu beaucoup de temps. Donc comme toi tu racontais tout à l'heure, comme j'ai eu beaucoup de temps, à cette époque-là je me suis mise à faire plein de contenu. Je me suis dit bon foutu pour foutu, je vais aller sur des webinars, je vais faire des webinars. Je vais écrire des trucs, partager, nanana. Et en fait, ça m'a permis d'apprendre très vite. J'ai appris plein de choses très rapidement. J'ai régurgité au fur et à mesure tout ce que j'apprenais et que je retransmettais. Ça m'a très vite rendu visible. Et au sortir du Covid, je crois que c'était le 17 mai qu'on était sortis, quelque chose comme ça, et ben, j'avais rempli mon pipe. J'étais full. En 2 mois. Ouais. En 2 mois, j'étais full. En 2 mois à être, en fait, toutes mes journées, 7 heures par jour à aller sur des webinaires, échanger. C'est le moment où on s'est beaucoup connecté aussi. Moi, c'est le moment où j'ai connecté avec plein de freelances en France sur des sujets qui m'intéressaient. Je voyais passer leur contenu, je trouvais ça super frais, j'avais envie de parler avec eux. Et il y en a que j'ai d'ailleurs encore jamais vu. Mais avec qui je suis toujours en contact régulier. Il y en a que j'ai fini par voir au bout d'un moment. Je pense à Noémie Kempf, par exemple, qui faisait du contenu de marque, etc. Tu la connais. Enfin bref, ça a été un moment assez propice, en fait, parce que je m'en suis servi comme ça. Mais donc, en fait, moi, ça se fait souvent de proche en proche. Et souvent dans des réseaux très petits, en fait, de gens qui me connaissent, qui me recommandent, des clients avec qui j'ai bossé. Et de plus en plus, là, je commence à voir un phénomène de binôme, de création de binômes en fait, que j'avais pas avant. C'est des anciens dirigeants avec qui je bossais, qui ont vendu leur boîte ou qui ont perdu leur boîte ou je sais pas quoi, qui se sont mis à leur compte et qui maintenant m'emmènent sur leur mission. Il y a un ancien un CTO freelance qui, à chaque fois, qui dit « Non, mais les gars, ok, on va parler du produit, mais en fait, ça va pas du tout votre marketing. Bon, attendez, j'appelle ma copine. » Il m'appelle. J'ai un directeur sales belge qui était un ancien dirigeant avec qui je bossais et qui, maintenant, chaque fois qu'il arrive sur une boîte, dit « Non, mais attendez, je peux rien faire, là, au niveau des sales. Attendez, je fais venir ma copine. » Clac, il appelle Camille. Et donc ça, c'est assez nouveau pour moi. Mais donc, en fait, c'est des ventes que je fais comme ça, parce qu'en fait, j'ai même pas besoin de les vendre. Oui. Donc, moi, c'est beaucoup de proche en proche et je fais pas de trucs comme ça. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Ça peut être bien. J'ai aussi fait beaucoup à l'époque, Malte. Ouais. Aujourd'hui, je suis toujours dessus, mais je m'en sers plus vraiment. T'es sur My Little Connection, du coup. Oui, aussi, j'y suis. Non, c'est vrai, j'y suis en plus. Mais Malte, ça m'a permis au tout début de décrocher pas mal d'émissions et de montrer très rapidement que j'étais bonne à faire ce que je faisais. Parce que du coup, ce qu'on n'a pas sur LinkedIn, c'est les retours clients, les avis clients, les notations. Et ça, sur Malte, c'était assez complémentaire de mon LinkedIn.
Et c'est pour ça que je pouvais montrer que les gens ils étaient ultra contents de bosser avec moi. Ouais, c'est hyper intéressant. Moi, du coup, ça me fait penser à deux choses. C'est que on parle du dark social. En fait, c'est tout ce qu'on voit pas en fait sur les plateformes, les messages privés, etc. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui se passent dans la messagerie privée. Faut pas l'oublier et on peut faire du business grâce à ça. Et puis, il y a aussi cette logique de ok, il y a LinkedIn, mais il y a aussi tout le réseau physique en fait qu'on a pu créer de par LinkedIn ou voilà de par notre vie ici notamment. Et moi j'ai la sensation en fait que les deux se mixent. C'est-à-dire que j'ai mon réseau va me voir sur LinkedIn et du coup en fait va me contacter. Et en fait tu continues à créer ce lien, mais en tout cas je pense que LinkedIn ne suffit pas à lui-même pour l'ensemble, enfin pour le commun des mortels, quoi. On arrive à la fin de cette merveilleuse table ronde. Je vais finir par vous poser une question chacun, mais genre 30 secondes la réponse. Hein. Vous vous engagez là-dessus? Du coup, ça serait quoi le conseil ultime que vous donneriez à un freelance du coup pour perdurer? On va commencer par Camille. Allez. En fait, soyez vous à 2000%, quoi. Assumez vos trucs bizarres. Moi, en plus d'être assez brutasse, je suis très féministe. Et à chaque fois que j'ai un truc à dire, je le dis hyper fort sur LinkedIn. Et ça ramène... En fait, j'ai beaucoup bossé avec des femmes, beaucoup de clientes. Et en fait, moi, ça me fait super plaisir. Elles sont super contentes de bosser avec quelqu'un qui est là-dedans aussi. Donc, soyez 100% vous. Vous ne serez que plus heureux de vos missions. Bloquez-vous du temps sans client. Au moins un jour par semaine. Voire même 2 si vous pouvez, pour avoir le temps de faire du LinkedIn, votre média, votre newsletter, vos business case que vous voulez. Franchement, c'est trop bien. C'est là qu'on réfléchit, c'est là qu'on arrête d'avoir la tête dans le guidon. C'est là qu'on se dit « Oh putain, j'ai progressé quand même depuis 3 ans. Est-ce que je ne monterai pas mon TJM ?» Parce qu'on oublie aussi ça. Donc faites-le pour aussi consolider votre base, apprendre et puis faire monter votre valeur aussi. Et puis surtout apprécier votre vie de freelance, parce que la vie de salarié déguisé à fond, à facturer tout son temps, ça peut être un peu stressant aussi. Et moi, je terminerai pour dire de chouchouter ses clients. On a toujours cette idée de il faut que je trouve de nouveaux clients, sauf qu'on oublie qu'on est souvent assis sur une mine d'or. Et le principe de base, c'est plus on va réussir à soigner sa relation avec ses clients, plus on va les chouchouter, plus on va leur apporter encore plus de valeur que la promesse de base. Et du coup, derrière, plus ils vont nous recommander à d'autres partenaires. Et du coup, on n'a pas nécessairement besoin à niveau de prospecter, on n'a pas besoin de chercher d'autres clients, parce que déjà nos propres clients vont être force de recommandation. Et ça, à mon sens, c'est aussi le fer de lance. Merci à tous, merci à vous tous, bravo. Merci. Du coup, on va passer à la présentation des partenaires. Ouais. Alors, on commence par qui? Oh, pardon, si, est-ce que vous avez des questions? J'imagine que tout était clair, mais oui. Je suis désolée, je manque à mes obligations. Je te donne le micro. Bonsoir, merci, c'était évidemment passionnant. J'ai une question podcast. Donc moi je suis pas familier du board, donc quand je vais rentrer chez moi ou sur mon vélo tout à l'heure, peut-être que j'écouterai ça. Ma question c'est évidemment considérablement plus simple d'être invité d'un podcast que de monter son propre podcast. Donc si je dois m'adresser à quelqu'un qui entretient un podcast que je respecte et qui à mon avis a une belle visibilité, qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je dois dire à cette personne pour qu'elle se dise chouette, il faut absolument que j'invite ce mec sur mon podcast? Super idée de passer dans des podcasts, bien sûr, là où est votre cible, ça c'est trop bien. Tu félicites le podcasteur. Coucou, j'adore ton podcast. Donc, t'écoutes un épisode. Non, mais ça paraît bête, mais il y a plein de gens qui me contactent qui savent même pas ce que c'est le board, qui n'ont jamais écouté. Il y a un format un peu spécifique, donc je veux pas spoiler, mais du coup, ça se voit quand ils n'ont pas écouté. Donc, tu dis, j'adore ton podcast, j'ai écouté tel épisode, là, j'ai trouvé ça très bien. Ensuite, tu donnes un angle mort. Tu dis, tiens, c'est marrant, par rapport à ta ligne édito et ton public, il y a ce sujet dont on t'a pas encore trop parlé. Il s'avère que c'est ma spécialité. Voilà, si à l'occasion, tu trouves ça impertinent d'en parler à tes auditeurs, on se redit ciao. Et un peu casual, tu vois, pas en mode voilà mon calendrier, appelle-moi d'ici mercredi. Casual, tranquille, on vient de faire connaissance, voilà.
Et Super, si même merci. au préalable, tu peux avoir liké un ou deux de ces trucs, encouragé un petit peu, il se rappellera de toi, au moins pas de toi, mais tu sais, de la vignette qu'on voit sur LinkedIn de ah, ce mec-là m'a déjà parlé, il a déjà été sympa, donc ça va renforcer la réciprocité. Un stalking détaché, quoi. Ça marche. Ah ouais, stalking casual. Ouais. À un moment, vous avez parlé de juste une question sur la prospection dite à froid. Ça marche ou pas? C'est-à-dire, est-ce que c'est de la perte de temps, hein, clairement? Ça dépend. Récemment, je me suis fait prospecter à froid et j'ai trouvé ça mais brillantissime. Non, vraiment. Et j'ai félicité le gars, j'ai dit mais vraiment c'est brillant. C'était HubSpot. Donc HubSpot, c'est un CRM, c'est un outil de gestion de la relation client. HubSpot, je bosse avec leur outil depuis 4 ans. J'ai eu plein de clients dessus, je gère plein de comptes de clients dessus. Et j'ai onboardé beaucoup de clients. Le gars est venu me voir en me disant « Salut Camille, j'ai vu que tu t'étais occupé des comptes de tel client, tel client, tel client, tel client, que tu... passe sur HubSpot depuis à peu près telle année. Moi, je pense que tu serais une bonne ambassadrice. On a envie de lancer un truc ambassadeur. Ça te dirait pas qu'on en parle? Je lui ai dit, mais mon pote, mais génial. Genre, c'est la prospection à froid la plus quali de la Terre. Il s'est vraiment renseigné. Il a été regardé où est-ce que mon adresse ressortait, dans quel compte de client elle ressortait, mon adresse. Donc, il a pris un petit peu de temps, tu vois. Et c'est ça, la bonne prospection, en fait. Je ne sais pas quelles compétences tu as envie de vendre ou quel produit tu as envie de vendre, mais en fait, identifie clairement les gens à qui tu veux le vendre et cherche un petit peu pourquoi ils auraient vraiment intérêt et essaie d'aller vraiment leur parler, quoi. Du casual stalking, on en revient. Mais en fait, sois pertinent. On ne voit pas un truc de masse. T'es pas un CRM. Pour le coup, tu es un freelance. Donc, sois humain. Les gens, ils veulent des humains. Et si en plus tu peux relier ça à un truc de soft skill, de personnalité ou quoi, par exemple, je sais pas, tu as vu passer un post et tu dis ah bah ça tombe bien, moi j'ai exactement la même façon de faire pour tel truc, etc. Là tu crées un lien humain en plus du besoin que tu vas remplir, quoi. Donc le plus humain possible et le plus précis possible, quoi. Moi, j'en ai jamais fait de la prospection à froid en tant que freelance, mais je dis pas que ça marche pas. J'en connais qui l'ont fait et que ça marchait très bien, mais il faut le faire vraiment. C'est de la dentellerie qu'il faut faire. Bon courage. Tu me diras si ça marche. T'as pas le droit de parler de LinkedIn, par contre. Ok. J'ai une question pour Christopher. Tu disais que c'était important de garder le lien avec ses clients, qu'on n'était pas toujours à la recherche de clients. Moi, c'est une grosse erreur que je faisais beaucoup et que je fais un peu tout le temps. Je rejoins Camille aussi avec le besoin de renouveau, le besoin de bouger tout le temps. Comment tu fais, toi, pour continuer à garder le lien avec tes clients, pour continuer à vendre sans faire du gros forcing de gros forceurs? C'est de toujours... après, ça dépend si tu es toujours en contact avec le client ou si tu as terminé le contrat avec ce client-là. Admettons que le contrat est terminé. L'objectif, c'est de toujours garder le lien avec ce client-là de manière régulière, de toujours lui apporter des nouvelles ressources quand tu penses à lui parce que tu connais bien son business, tu connais bien son activité, et d'être toujours, en gros, en permanence dans sa tête. Et probable qu'après, il aura besoin de te recontacter sur différentes prestations. Donc, sur le cas du ghostwriting, par exemple, ça m'est arrivé d'accompagner des clients sur 6 mois et ils m'ont recontacté 6 mois plus tard pour une nouvelle prestation parce qu'ils avaient un nouveau besoin, un nouveau challenge sur une nouvelle activité. Et du coup, comme ça s'est bien passé, comme j'ai respecté ma promesse et j'ai surdélivré, ils ont apprécié. Ils ont apprécié le fait que je prenne des contacts, ils ont apprécié que je les encourage, que je célèbre avec eux chaque petite victoire. Et c'est ça aussi qui est important, c'est pas toujours que de critiquer de manière constructive, j'entends, mais c'est aussi de montrer que le travail qu'on a mené ensemble, qu'on a co-créé ensemble, a eu des résultats et de les célébrer aussi. Il y a ce côté-là et le fait que si la relation s'est bien passée, qu'on a vraiment apporté de la valeur, qu'on a atteint les objectifs, ce client-là va nous recommander à d'autres personnes. Donc moi, ce que je fais et ce qu'il faut oser faire, c'est ok, la prestation c'est bien passé, on est arrivé à la fin de la collab, quel est vraiment ton ressenti, si vraiment il y a des choses qui t'ont déplu
je voudrais qu'on échange maintenant pour que je puisse t'aider encore mieux. L'objectif, c'est pas de cacher ça sous le tapis et d'avoir peur de recevoir des critiques constructives, c'est de se dire, ok, tu me les envoies, je les écoute et je vais faire le maximum pour les régler. Et 3 semaines, 1 mois, 4 mois plus tard, lui dire, bah écoute, j'ai pris en compte tes feedbacks, je les ai vraiment pris en compte, j'ai mis ça en place, je te remercie. Et du coup, le fait d'entretenir ce lien-là, c'est hyper intéressant. Et ces personnes-là, je leur demande, bah, maintenant, est-ce que tu connais quelqu'un que je pourrais accompagner, qui était dans les mêmes défis que toi, les mêmes challenges que toi. Et globalement, il peut y avoir 1 ou 2 personnes qui disent, bah, tiens, tu pourrais contacter telle ou telle personne. Et du coup, généralement, bah, ça vend parce que une recommandation d'une personne, c'est toujours beaucoup plus fort que juste de la recommandation basique. Un client qui est satisfait va encore plus te vendre que toi-même. Merci. On va... Alors vraiment 30 secondes, Camille. Juste 30 secondes. Non, c'est pour ajouter un dernier petit truc. Récemment, donc moi maintenant je suis plutôt sur de la vente de temps long. Et j'ai fait un truc que je fais jamais, mais putain, je me suis dit, mais c'est du génie, c'est tellement simple. 1 mois avant la fin de la prestation, sur une prestation de 6 mois, j'ai dit à mon client, ah, au fait, by the way, vraiment en fin de journée, hein, casual. Ah, au fait, by the way, vous savez, la mission, elle s'arrête dans 1 mois. C'était juste pour vous dire, pour que vous puissiez commencer à réfléchir si vous le souhaitez arrêter et tout. Et du coup, le client, ah bah non, bah on va augmenter même. Et en fait, juste rappeler aux gens que c'est possible que vous partiez et qu'on arrive à la fin d'un truc, que vous le faites pas en mode forcing, mais en mode, by the way, pense-y, ça va s'arrêter. Et ben, hyper gentiment, du coup, il s'est dit, ah mais non, déjà je veux continuer, puis en plus j'en veux plus, quoi. Donc en fait, j'ai revendu derrière de manière hyper casual, vraiment entre la porte et le couloir, quoi. Donc pareil, non mais pareil, et c'est pareil, c'est la relation client et tout ça, quoi. C'est essentiel. Bon, merci. Si vous avez d'autres questions, ils seront disponibles autour du petit cocktail.